Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode dans lequel nous allons davantage explorer la notion de cycle du temps. Une notion qui nous avons pu l'entrevoir dans la précédente vidéo avec le sujet de la symbolique de l'année pascale que nous avons associé à la lumière du printemps, semble avoir tenu une place centrale dans le paysage culturel de nos lointains prédécesseurs. Et nous le verrons, ce concept qui a su traverser les âges perdure encore dans bien des aspects de nos sociétés modernes. Dans un premier temps, nous explorerons davantage d'exemples afin de renforcer cette observation qui pourrait, devant la récurrence de certains éléments, ouvrir la voie vers de nouvelles pistes de réflexion et peut-être, à terme, si suffisamment de sources différentes le permettent, poser les bases d'une audacieuse hypothèse. Avant de commencer, revenons sur certains éléments de la précédente vidéo. Tout d'abord, rassurons celles et ceux ayant fait parvenir l'information à quelques occasions de la mauvaise qualité du son. Bien que cette petite contrariété ne soit pas présente tout au long de la vidéo, ce désagrément minime devrait être solutionné prochainement. Passons à présent à une remarque revenue à certaines occasions, celle qu'on ne comprendrait pas forcément lors du premier visionnage, en raison du rythme avec lequel les informations surviennent, les liens, parfois subtils, unissant les différents éléments abordés. C'est notamment l'une des raisons de cette longue période depuis la dernière publication. Une période de temps nécessaire, propice à l'écriture et à la réflexion, qui devrait apporter aux prochaines vidéos un degré d'exigence supérieur, tant dans la rigueur pour vous proposer des informations détaillées, toutes basées sur des sources fiables autant que possible, que dans la réalisation où de nouveaux formats seront proposés, dont l'un, plus court, portera sur l'analyse d'un élément paru dans un contenu divers, pour y apporter soit un complément d'information afin de l'enrichir, soit au contraire un contre-argument dans le cas où l'auteur se serait accordé une trop grande liberté interprétative. Ce que nous tenterons d'illustrer à travers cette chaîne est le fruit d'une réflexion longue et complexe, perfectible, qui s'est enrichie au fil des années, dont certains éléments ont été rejetés, remplacés par d'autres, plus solides, progressant ainsi dans l'abîme de l'information, avec pour seule boussole le discernement détaché de toute idéologie. Il vous faudra donc parfois visualiser plusieurs fois une même vidéo afin d'en assimiler toutes les subtilités qu'offre chaque élément développé. Mais pour l'heure, pas d'inquiétude. Tout le monde à son rythme y parviendra. C'est à force de patience que le chemin se fera naturellement de lui-même dans tous les esprits. Même les moins aguerris à ce genre de gymnastique cognitive que nous avons commencé à proposer. Notamment auprès de celles et ceux peu habitués à l'univers de la symbolique, de la mythologie, voire de la linguistique, ou même encore de ce que l'on nomme la maïotique. Cet art si cher à Socrate d'accoucher les esprits, conduisant l'interlocuteur à découvrir la connaissance véritable qu'il porte déjà en lui. Ajoutons maintenant un petit complément que nous devons à l'un de nos abonnés, Tuto Uno, qui nous a apporté un témoignage des plus inattendus, apportant de la matière à la réflexion que nous avons commencé à développer au sujet de la scène de Da Vinci. Nous développerons son intervention plus en détail lors d'une prochaine occasion où nous traiterons de ce sujet et lorsque suffisamment de sources différentes viendront corroborer cette observation. Mais pour l'heure, vous pouvez toujours retrouver un petit aperçu dans l'espace commentaire sous la précédente vidéo. Merci encore à toi et à vous tous dans les commentaires de participer à l'évolution de cette chaîne en y apportant votre pierre à l'édifice, ainsi que pour votre soutien, indispensable pour la pérennité de cette chaîne. C'est tout à fait l'état d'esprit que doit véhiculer cette aventure.
À travers les quelques exemples développés dans la précédente vidéo, nous avons laissé entendre que l'homme, et de façon plus remarquable pour nos lointains prédécesseurs, semblait témoigner un intérêt marqué à vouloir signifier la course du temps par la mise en scène plus ou moins subtile d'éléments symboliques dispersés à travers ces mythes et ces légendes. Des récits fantastiques donnant naissance à des figures allégoriques incarnées par des dieux et des déesses, renvoyant à des concepts simples, observables depuis la Terre, comme les phénomènes atmosphériques, le mouvement des constellations du ciel et ses planètes, ou encore le cycle des saisons, marqué par les solstices et les équinoxes. Avant de développer cette idée, revenons sur ces notions de solstice et d'équinoxe. Des notions cruciales qui pourraient paraître encore bien abstraites tant il est parfois difficile d'en saisir pleinement le sens en fonction de son point d'observation. Vue de l'espace, la Terre sur son axe de rotation se présente au Soleil sous un angle différent tout au long de l'année. Lors de ce voyage annuel, les rayons du Soleil frappent alors l'atmosphère avec un angle variable selon la période. C'est par ce balancement perpétuel que nous ressentons les saisons sur Terre. À notre époque, la ligne où le Soleil tape à la verticale voyage ainsi du tropique du Cancer au nord, croise l'équateur, avant de redescendre au sud jusqu'au tropique du Capricorne, sans jamais aller au-delà de ces deux lignes imaginaires. Ainsi, pour un habitant de l'hémisphère nord, c'est l'été, lorsque le Soleil est à la verticale entre les constellations du Taureau et du Gémeaux. Poursuivant son voyage autour de son étoile, la Terre s'incline progressivement sur son axe, jusqu'à ce que les rayons du Soleil à la verticale frappent l'équateur. C'est l'équinoxe d'automne. Printemps comme automne, ce sont ces moments où les nuits sont de même durée que les jours. Les hémisphères nord et sud profitent du rayonnement du Soleil équitablement, se partageant ainsi 12 heures de jour et 12 heures de nuit. 3 mois plus tard, les rayons verticaux frappent maintenant le tropique du Capricorne. C'est l'hiver dans l'hémisphère nord, apportant à l'inverse l'été dans l'hémisphère sud. Mais au nord, l'hiver s'installe. Le Soleil voyage entre les constellations du Sagittaire et du Scorpion, ses rayons sont moins directs, la lumière est rasante à son point le plus haut à midi, le sol se refroidit, le règne du vivant se retire, attendant le printemps prochain, lorsque le rayonnement reviendra à la verticale de l'équateur, le jour de l'équinoxe de printemps. Alors, pourquoi les solstices d'été et d'hiver sont-ils communément associés aux signes du Cancer et du Capricorne? La raison en est simple. Cette organisation cosmique tient plus d'une convention visant à en simplifier la compréhension que de l'observation de la réalité stricte. En effet, les constellations de l'écliptique terrestre, que nous pouvons simplifier par les groupes d'étoiles inscrits dans une bande imaginaire par lequel le Soleil voyage durant une année, n'occupent pas toutes le même espace dans le ciel. Certaines constellations couvrent davantage de surface que d'autres, et se retrouvent alors décalées par rapport aux signes du zodiaque correspondants, qui quant à eux s'inscrivent dans des espaces réguliers. De plus, afin d'ajouter toujours plus de simplicité, les constellations, au fil des siècles, se sont davantage décalées par rapport aux signes astrologiques, en raison de ce que l'on nomme la précession des équinoxes. Un lent décalage d'1 degré tous les 72 ans, entraîné par l'oscillation de la Terre sur son axe, dans une danse se renouvelant environ tous les 26 000 ans. En d'autres termes, si vous choisissez une étoile dans le ciel, celle-ci sera décalée d'1 degré 72 ans plus tard, et il lui faudra faire un tour complet d'environ 26 000 ans pour revenir à sa place initiale. Autant vous dire qu'il vous faudrait alors vous passer l'information sur de longues générations pour pouvoir observer cet infime changement imperceptible de vie d'homme en raison de son extrême lenteur. Puis du sol, ce concept de solstice et d'équinoxe se présente différemment au peuple à la surface de la Terre. En effet, l'homme d'alors a su aisément identifier ces phénomènes cycliques par les positions extrêmes des levées et couchers du soleil durant l'année, faisant varier la durée du jour, impactant inévitablement l'activité humaine. Par son voyage, le soleil dessine ainsi tout au long de l'année, en fonction de la latitude du lieu sur Terre, une forme géométrique régulière qu'un œil averti pourrait encore observer de nos jours, inscrit dans l'architecture de certains monuments qui nous ont survécu. Cette forme rectangulaire s'étire ou se rétracte à mesure que l'on s'éloigne ou l'on se rapproche de l'équateur, comme ici à Crucuno, dans le Morbihan en Bretagne, où le soleil se lève et se couche, dans les angles du monument
orientés précisément sur les 4 points cardinaux. Devant la singularité de ce phénomène, deux clans s'opposent. Certains y voient une réelle prouesse pleine de questionnements et d'autres simplement le hasard. Mais quoi qu'en pensent les opposants, pour avoir été sur place à ces moments précis de l'année, les faits sont là, et quiconque désiré de s'en assurer pourra se rendre sur les lieux afin de le constater. Un moment d'observation magique, renforcé par la présence d'un arbre, présent sur le site, qui à l'époque affichait une déviation assez curieuse de son tronc. Droit du sol jusqu'à manifester une déviation progressive de sa structure, de sorte à s'écarter du champ de vision, où le soleil, au moment du solstice d'hiver, se lève sur la ligne d'horizon, semblait nous inviter à contempler ce spectacle. À noter que cette observation n'est possible que si l'observateur se place dans l'axe de la diagonale matérialisée sur une petite dalle fichée dans le sol au milieu du site. De ces concepts, nous l'avons vu, inspirés par les astres, les cycles des saisons ou les phénomènes atmosphériques, naîtront alors nombre de récits fantastiques, incarnés par des dieux et des déesses, qui donneront, pour ne citer que lui, le plus illustré des dieux du panthéon grec perché au sommet de son Olympe, Zeus lui-même, la maîtrise de la foudre qu'il emploiera afin d'ordonner le quotidien des mortels. Un rôle céleste qu'il partagera avec nombre de ses alter-égos dans bien des récits aux 4 coins du vieux continent. Comme par exemple le romain Jupiter, le nordique Thor, le slave Perun, l'indo-européen Indra, ou encore, souvent moins connu et pourtant plus proche de nous, l'une des divinités principales du panthéon celte, le gaulois Taranis. Un Taranis que les anciens Celtes représentaient comme un homme mûr dans la force de l'âge, abordant une riche barbe, souvent accompagnée d'un aigle et d'un serpent, empoignant le foudre d'une main et de l'autre, la roue à rayons si caractéristique du personnage. Une roue à la symbolique évocatrice représentant très probablement le cycle du soleil, dont l'apparence variable pouvait parfois représenter plus de 10 rayons, d'autres, comme nous pouvons le voir sur ce relief retrouvé dans la région Alsace, seulement 4. Un attribut si caractéristique qu'il suffit souvent à identifier le dieu gaulois, comme encore ici, figuré sur le célèbre chaudron danois retrouvé dans la campagne de Gundestrup. L'artefact, constitué de 13 plaques d'argent, présente le dieu Taranis parmi d'autres personnages prenant place lors de 12 scènes mythologiques. Et en son centre, ornant le fond du réceptacle, un taureau est couché, avec à ses côtés un personnage tenant un poignard, accompagné par 2 animaux, dont un chien. Une configuration singulière qui pourrait rappeler la scène dite de la Tauroctonie, où le dieu Mitra, central, ici également entouré de 12 éléments, les signes du zodiaque, perce le flanc d'un taureau à l'aide de son poignard, toujours accompagné d'un canidé, s'abreuvant du sang de l'animal. Un dieu Mitra, qui d'ailleurs, parmi ses nombreuses représentations, arbore occasionnellement dissimulé dans le pli de sa cape, un détail pouvant passer inaperçu, et qui pourtant pourrait bien éclairer nombre de récits mythologiques. Nous y reviendrons. On aurait encore pu citer l'analogie, dans une certaine mesure, au récit du héros Hercule, chtonien, terrestre. En proie à ces 12 épreuves, ordonnées par sa mère, la déesse Héra, opposée à Zeus son paternel, uranien, céleste, dieu des dieux parmi les 12 de l'Olympe, rappelant dans un rapport christique un certain prophète nazaréen, accomplissant la volonté de son père, céleste, entouré lui aussi de 12 éléments, en vedette lors d'un certain banquet, mis en lumière par De Vinci, que nous avons approché dans une précédente vidéo. Une approche audacieuse où nous avons émis l'hypothèse que l'œuvre pourrait être un témoignage scripté du maître italien, dans une mise en scène où le personnage de Jésus, au milieu de ses apôtres, tient lieu et place du soleil à la mi-parcours de son cycle de 12 mois que compte une année. En d'autres termes, à l'équinoxe de printemps, le 21 mars, coïncidant avec la fête d'Ostara païenne. Si l'on considère le 21 septembre à l'image d'une inexorable descente aux enfers, comme étant l'amorce de sa lente mort symbolique au moment de l'équinoxe d'automne où les jours, à l'approche de l'hiver, commencent à raccourcir, perdant progressivement en luminosité jusqu'à atteindre à son point le plus bas, son minimum d'ensoleillement le jour du solstice d'hiver, le 21 décembre. La date des solstices et équinoxes étant variable d'une année à une autre,
et alternant généralement du 20 au 23, nous la placerons par convention le 21 du mois, afin d'en faciliter la compréhension. Nous avons ici donc une configuration bien singulière en apparence de ce grand cycle annuel, qui pourrait bien rappeler un cycle plus familier, le cycle de la journée. Le parcours du Soleil tout au long de la journée s'inscrit dans un cercle dont chaque position extrême est marquée par les points cardinaux. Le Soleil passe ainsi de l'aurore à l'est, au zénith au nord, puis du crépuscule à l'ouest jusqu'au nadir au sud, avant de relancer sa course perpétuelle. Un cycle dans un autre, à l'image de poupées gigognes, s'emboîtant les unes dans les autres, dans une configuration fractale, tous deux marqués par les positions extrêmes du Soleil tout au long de son parcours. On a coutume de dire que le Soleil se lève à l'est. Il ne s'agit là que d'une pure convention usuelle. Ce fait n'est vrai qu'à certains moments de l'année, les jours d'équinoxe, lorsque le Soleil est à la verticale de l'équateur, l'axe de la Terre perpendiculaire au rayonnement du Soleil. Chaque matin, à l'aurore, comme à chaque année, à l'équinoxe de printemps, le Soleil se lève à l'est, symbolisant au sortir d'une période passée dans les ténèbres, à la fois sa naissance ou sa résurrection. Poursuit sa course jusqu'à son apogée à midi, au zénith, rappelant la position du Soleil à son point le plus haut dans le ciel au moment du solstice d'été, le 21 juin, avant de redescendre jusqu'à son coucher, au crépuscule, renvoyant cette fois-ci à l'équinoxe d'automne, le 21 septembre, sa mort symbolique. Puis poursuit son voyage jusqu'à son nadir, où il atteint son point le plus bas à l'horizon, le solstice d'hiver, un royaume obscur, empli de ténèbres de l'autre côté de la terre, donnant libre cours à toute l'imagination de l'homme, lui façonnant alors des mondes effrayants qui donneront naissance à divers royaumes des enfers, dans lesquels l'âme, à l'image du soleil, devra voyager, vivre des aventures, parfois combattre les démons, avant de renaître au petit matin, porté par la promesse de la lumière du renouveau de l'équinoxe de printemps. D'ailleurs, il est intéressant de constater que c'est précisément à ces moments de la journée que l'homme, partout sur la planète, semble avoir décidé, comme d'un commun accord, d'y placer ses temps pour se restaurer. Au lever du jour, avec un premier repas, à midi, un repas généralement plus conséquent, et enfin le soir tombé, un dernier repas, avant d'aller se coucher. Sans oublier celles et ceux qui pratiquent cette très saine habitude de la fringale nocturne, qui survient généralement au milieu de la nuit. Il en va de même dans l'application de ces cultes avec du temps de prière, notamment pour le plus connu, l'islam, prenant comme repère pour ses fidèles les moments autour des positions extrêmes marquées par le soleil, de son lever jusqu'au lendemain. Mais également dans le christianisme, où la prière, du temps où elle était encore assidûment tenue, se pratiquait sensiblement au même moment de la journée que ses cousins de l'islam. Un même rituel rythmant inexorablement la vie des hommes depuis des temps immémoriaux. Est-ce là l'origine de ces cultes millénaires? Et quelle en serait la raison? Simple pratique spirituelle ou reliquat d'un passé qui tente de survivre malgré les affres du temps? Et ce ne sont là que quelques exemples. La diversité des cultes sur l'ensemble de la planète propose certainement un nombre conséquent de pratiques similaires.